La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast, les interviews d'Eric Cooper. J'espère que vous allez bien. Vous l'aurez sans doute remarqué, il y a pas mal d'auteurs et d'écrivains dans ces podcasts. Et pas encore de danseurs. Enfin, pas encore de danseurs jusqu'à aujourd'hui, puisque dans ce podcast, nous allons découvrir la compagnie Caminante, qui est une compagnie de danse contemporaine. Elle se compose, cette compagnie, de Maria, d'Anna Paula et de Nicolas. Et lorsque j'ai posé la question qui est de savoir c'est quoi la danse contemporaine, eh bien c'est Nicolas qui me répond. Il y a sûrement pour moi la notion de l'actualité. Donc c'est une danse qui se relationne à ce qu'on vit maintenant, en ce moment et en cette époque. Est-ce que si on doit la comparer à un style de musique, ça peut être du free jazz par exemple? Il y a une différence entre la danse moderne et la danse contemporaine. On peut dire que la danse moderne, c'était ça qui se faisait comme coupage à la danse classique, que c'était au début du XXe siècle. Et après, une fois ça, on peut dire qu'environ les années 80, quelque chose comme ça, c'est là que la danse contemporaine s'est faite. Mais la danse contemporaine, c'est une danse qui c'est d'aujourd'hui. On ne fait plus les mêmes dans les années 80 qu'on fait aujourd'hui, ni ce qu'on va faire dans 10 ans. Et donc, quoi est-ce que ça peut être comparé? On peut comparer à n'importe quelle musique qu'on fait aujourd'hui. C'est l'actualité, c'est ce qu'on sent, nous, les créateurs, et comment est-ce qu'on traduit ça dans les mouvements, dans le cas de la danse moderne, de la danse contemporaine, pardon, et comment on traduit ça dans le cas de la musique, ou n'importe quel art. Comment est née cette compagnie? Et la compagnie est née en 2012, dans le cadre du conservatoire à Madrid. Donc on étudiait ensemble, et moi j'avais fondé la compagnie. Et après une fois avoir fini les études à Madrid, je suis déménagée à Bruxelles et on a repris la compagnie à trois en 2016. Et donc depuis là, on a changé un peu la vision et on a une façon de travailler à 3-4 heures. Après, voilà, ça c'est la naissance. Le nom signifie quoi en fait, Caminante? Est-ce que ça a une signification particulière? Ça veut dire quoi en fait le nom de votre compagnie? Donc Caminante, ça veut dire qui marche. On habitait, la compagnie était créée à Madrid, mais elle avait toujours une envie de bouger, d'aller ailleurs, de voir d'autres choses, d'avoir un esprit ouvert. Et donc pour moi, ça signifiait bouger, voir, être ouvert. Et après, c'est dans l'esprit, on est toujours dans le chemin. On est dans le chemin entre Bruxelles, aussi travailler beaucoup à Paris, à Genève. Donc on ne peut pas dire qu'on a un esprit d'un pays particulier. Nous, on vient du Sud. Nicolas, il est italien. Anna Paula, elle est espagnole, moitié espagnole, moitié brésilienne. Et moi, je suis espagnole, donc, mais on est tous les trois dans des pays du Nord, donc c'est la mélange. Est-ce qu'on peut peut-être présenter un peu tous ceux qui forment cette compagnie? On va commencer peut-être par vous, si vous pouvez donner votre nom et puis expliquer un peu comment vous avez démarré dans la danse. Oui, je suis Anna Paula Guzman. Et bon, j'ai commencé à étudier d'abord du théâtre, de l'interprétation. Et après, depuis des années, j'ai commencé à étudier la danse et j'ai rencontré mes deux partenaires au conservatoire. Et après, je suis déménagée à Paris pour continuer de chercher un peu plus la performance et des autres endroits, et pas exactement de la danse contemporaine toute seule. Et finalement, j'ai étudié à Portugal des études de création et performance. Et bon, maintenant, je suis là avec la compagnie Caminante. Et donc, moi, c'est Nicolas Vacca. Je suis franco-italien. En ce moment, actuellement, j'habite ici à Bruxelles. Je voyage beaucoup en France, surtout à Paris. où je suis interprète
pour d'autres compagnies. Et en fait, j'ai commencé mes études en Italie, en Sardaigne plus précisément, à Cagliari, qui c'est ma ville natale. Et en fait, mes études au début, c'était plutôt du théâtre. C'était du théâtre physique, donc il y avait déjà un intérêt pour le travail du corps, surtout. Jusqu'à quand j'avais commencé à prendre aussi des cours de danse, mais c'était à l'intérieur, c'était dans le cadre de cette formation théâtrale. Et j'avais compris que j'aurais pu satisfaire d'autres envies avec la danse. C'est pour ça que j'avais commencé. Donc j'avais trouvé une petite école en Sardaigne. Et donc de là, j'étais à Florence, où j'ai fait des études plutôt classiques. En Italie, il y a beaucoup ça. Donc c'était beaucoup de classiques, des études vraiment dans le corps, plutôt dans, on pourrait dire, une esthétique du corps. Et après, j'ai eu mon diplôme au conservatoire à Madrid. Et après mon diplôme, j'ai commencé ma vie professionnelle, vraiment en France, en Belgique. Et après, en tant qu'interprète, j'ai beaucoup bougé. Jusqu'au moment de cette cohésion avec mes collègues de Caminante, donc de là a commencé une autre période importante de ma vie, qui c'était vraiment cette collaboration à trois, et ça continue encore, j'espère. Moi, je suis Maria Montero, je viens du sud de l'Espagne. Donc, j'ai commencé la danse quand j'étais très petite, dans un petit village qui s'appelle La Línea. Et là-bas, il y avait que la danse classique et le flamenco. Donc, c'est ça que j'étudiais jusqu'à j'avais 16 ans, que je suis déménagée à Madrid pour pouvoir entrer dans les conservatoires de danse contemporaine à Madrid. Et donc, j'ai fait les études là-bas, j'ai rencontré Nicolas et Ana Paula. Et une fois m'avoir diplômée là-bas, je suis déménagée à Bruxelles. Et c'est là que ma vie professionnelle a commencé vraiment. Quand la compagnie s'est commencé à développer, j'ai aussi fait quelques collaborations avec d'autres artistes basés ici à Bruxelles. Et voilà. Je reviens vers vous un petit peu. Le théâtre, est-ce que ça influence votre façon de danser ? Oui. Après, façon de danser, je ne sais pas, mais sûrement ce qui m'intéresse, ce que je cherche, sûrement oui. Il y a chez moi, même simplement quand j'y vais voir un spectacle de danse, je sens toujours que je suis beaucoup plus attiré, ou je rentre beaucoup plus dans un spectacle où il y a parfois une vraie dramaturgie, où il y a une vraie, peut-être simplement de la théâtralité, ou un goût un peu plus théâtral, ou quelque chose qui a à voir un peu plus avec parfois des personnages, ou un sens ou une utilisation du corps qui est amené beaucoup plus dans même une gestuelle qui soit plus théâtrale que de la danse en termes plus abstraites. Peut-être, oui, je pourrais dire ça. Sûrement, oui, ça a influencé beaucoup mon goût actuel, ce qui je suis, même en tant que danseur ou quand je regarde la danse. Alors vous aussi, vous avez commencé par le théâtre. Est-ce qu'aussi ça influence votre façon de danser ? Oui, pour moi, j'ai découvert au long des années que, par exemple, pour moi, la voix et utiliser de la parole et la voix, c'est très important. Et en même temps, quand j'ai commencé à étudier du théâtre, j'ai vu qu'il avait la forme d'utiliser les corps, c'était complètement différente. Et j'ai eu besoin de passer pour une formation de danse pour après comprendre vraiment qu'est-ce que c'est utiliser un corps, par exemple dans le théâtre et dans l'interprétation. Donc pour moi, c'est quelque chose que c'est complète, c'est complément. C'est complémentaire, voilà. Oui. C'est complémentaire, voilà. Alors, le fait que vous venez tous les trois d'horizons et je dirais de cultures différentes, qu'est-ce que ça apporte à la compagnie ? Ça apporte
beaucoup de visions différentes, mais aussi beaucoup de vécus différents. On vient des petits villages, des grands villages, on a eu vraiment des horizons très pas égaux. Mais après, on a la base du conservatoire, on peut dire. On a eu les mêmes études. Donc, on peut dire que toutes ces imaginations qu'on a eues se sont mises dans un chemin de connaissances techniques et façon de créer, que ça nous met les pieds sur la base de la compagnie, on peut dire. Et après, le fait qu'on vient des pays chauds, mais qu'on habite le nord, ça influence beaucoup aussi. Et dans l'actualité, chacun d'entre nous, on a nos projets différents avec d'autres artistes aussi, donc ça nourrit beaucoup la compagnie. Oui, vous aussi, vous pensez que le fait, c'est une richesse d'avoir comme ça 3 cultures différentes, 3 personnes différentes dans une compagnie? Oui, parce que aussi, par exemple, les formations qu'on a prises, et dans cette formation, il y avait beaucoup de gens de pays différents, de continents différents. Donc, ça met un bagage, le fait de connaître et de travailler et de se former avec beaucoup de gens différents, et de pays différents, de cultures différentes, ça mettrait aussi dans notre propre travail une richesse que c'est pas que 3 pays ou pas que notre origine, sinon les origines de beaucoup de gens qui sont derrière nous. Et oui, bien sûr, c'est une richesse, je pense. Alors, en plus de la danse, vous utilisez aussi beaucoup la voix. Alors, quels sont les sentiments que vous arrivez à exprimer avec la voix, en fait? La voix, c'est un instrument du corps même. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point moi, en tant que Nicolas, j'ai envie de vraiment diviser la voix du corps. En fait, la voix, comme le reste du corps, c'est une partie du corps. Donc, tout est possible. Tout est possible d'exprimer. Et même dans sa façon d'être éduqué, je trouve très intéressant comment le processus d'éducation de l'instrument de la voix, comme le corps, est pareil. En fait, pour moi, il y a beaucoup plus de similitudes entre le corps et la voix que de différences. Donc, dans l'expression, pareil. Je sens que tout est possible avec la voix, tout est possible avec le corps. C'est juste savoir comment et trouver des clés d'accès à ça, à la voix. Après, moi, personnellement, je suis beaucoup plus spécialiste du corps. Donc, quand il y a la voix, j'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un qui est avec moi, qui m'aide à me donner des clés, du coup, pour pouvoir m'exprimer. Mais je sens de dire que pour moi, tout est possible. La voix, en fait, c'est assez. Ça peut peut-être perturber ceux qui viennent vous voir parce qu'on ne s'imagine pas que les gens qui dansent utilisent la voix aussi. On se dit, ils dansent, point final, quoi. Est-ce que vous avez déjà eu des réactions de gens qui venaient voir votre spectacle, qui étaient étonnés que vous utilisiez aussi la voix? Dans la pièce Men's Day, par exemple, on n'utilise pas spécifiquement la voix. Moi, je n'ai pas une formation de théâtre. C'est plutôt Anna Paula et Nicolas qui sont dans cette formation. Donc, il y a... Mais parfois, les gens sont étonnés parce que peut-être il attend la danse pure et après ils sont étonnés, mais d'où bien c'est « Ah, je n'attendais pas ça, en fait, c'est captivant ce que vous faites. » Parce que donc ce qui m'intéresse, c'est pouvoir arriver avec la danse contemporaine au public générique, mais ça fait des choses pour les grands publics. Donc, parce que pour moi, c'est important de traiter des sujets qui sont d'actualité, bon, que ça me préoccupe à moi et à nous. Et comment est-ce qu'on peut les transmettre, qu'est-ce que ça arrive au public, ces conversations qu'il y a entre les artistes et le public même. Et, donc voilà, pour mon cas, je n'utilise pas la voix, j'ai très envie de l'utiliser pour notre prochaine création, en avoir les coachings de mes collègues, la formation avec eux. Le public qui vient à votre spectacle, c'est un public averti ou bien c'est un public qui, en fait, n'a jamais vu de spectacle de danse moderne et puis le découvre grâce à vous?
Ça peut arriver les deux choses en fait. On a dansé pour des festivals où le public est très éduqué à la danse contemporaine, à la performance. C'est un public qui connaît très bien et qui est capable vraiment d'avoir un regard très critique de ça. Et on a aussi joué dans des lieux ou des espaces où c'est un public un peu plus moins éduqué dans le bon sens, ou juste c'est un public qui a un regard et qui après va faire de ça son il va s'approprier de ça, oui. Donc si les gens qui nous écoutent voient un jour une affiche avec votre compagnie pour un spectacle, ne doivent pas avoir peur quand ils voient une danse moderne, s'ils se disent « je n'y connais rien », il faut venir vous voir. Je dirais oui, bien sûr, absolument. Absolument. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une sorte de compagnie engagée, comme le sont certains chanteurs? Est-ce que vous êtes une compagnie en fait engagée? Je dirais plutôt qu'une compagnie qui se pose des questions. C'est pas qu'on veut dire la vérité pour le monde et la proclamer. On se pose des questions, on la met sur la scène, on la travaille les trois. Et on se dit, bon, on recherche. Après, ce que le public prend, c'est parfois aussi une question. C'est en fait cette pièce, mais ça m'a mis aussi en question. C'est ça que nous on essaie de faire. On n'a pas une vérité. On est très intéressé pour découvrir, pour trouver, pour se poser des questions. Dans votre communiqué, je vais lire un petit extrait. Donc, on parle de votre compagnie qui dit « Elle veut être transportée par l'absurdité de la vie telle qu'elle est, par les délires, par les coïncidences, par la folie d'une existence normale et par la normalité d'une existence folle. » Alors, qui peut m'expliquer ? Place de Nicolas. Donc, je reprends ce que Maria vient de dire, du coup, parce que je pense qu'il y a une connexion avec ça. Donc, nous sommes une compagnie qui se pose beaucoup de questions. On n'a pas de vraies réponses à donner sur des inquiétudes qu'on a par rapport à la vie. Et en fait, je crois que nous sommes déjà un peu... il y a à voir avec le significat de l'artiste en général. Pour moi, personnellement, en fait... tout ce qu'on voit dans la vie, ça peut être quelque chose, mais aussi quelque chose d'autre. Dans le sens où je crois que nous avons un regard qui parfois cherche la spécialité des choses. Donc, parfois, il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont absurdes en étant normales, et c'est là où nous, on se sent intéressés et on a envie d'y aller. Et donc, oui, c'est ça. Oui, parfois, on prend des choses, la normalité, la routine, mais si on met à s'analyser chose par chose, mais en fait, si on utilise un peu la logique, ça pourrait pas être logique, comme ça pourrait être logique aussi. Donc, c'est ça qui nous intéresse, de voir pourquoi... Oui, comme en changeant un point de vue, tout ça devient fou. Et ça, c'est ça qui est rigolo, et ça nous intéresse parfois vraiment parfois on crée une situation, et quand on change un point de vue de la situation même, cette situation-là, ça ne tient pas parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Et ça, dans la réalité, pour nous, ça arrive aussi dans la vie normale. Tout, selon le point de vue, est différent. Et ça nourrit beaucoup notre création. Oui, pourquoi dans une situation donnée, tu changes une petite chose et ça devient une chose complètement différente, et ton effet, mais pourquoi ça? Mais en fait, et pourquoi pas? Ces choses étaient aussi importantes pour que ça soit normal. Mais c'est ça qu'on se pose la question, on n'a pas la réponse, et c'est ça qu'on aime bien de jouer.
Une question sur votre public. Vous avez joué devant des publics en Belgique, je suppose aussi en Espagne, peut-être en Italie ou au Brésil. Est-ce qu'il y a des similitudes entre ces publics? Est-ce qu'ils vous accueillent de la même façon? Ou bien est-ce que, par exemple, le public espagnol est plus ouvert ou plus fermé à ce que vous faites? Pour moi, par exemple, c'était très intéressant parce que la pièce que je joue, que c'est Palma, c'était incroyable parce que je pense qu'on ne peut pas parler exactement de différences entre pays, mais oui, de différences entre les publics qu'il y a dans ces moments concrets. Et les réactions sont complètement différentes. Par exemple, tu peux avoir un silence complet dans une salle, quand la même chose exactement, tu le fais dans une autre salle, et dans ce cas, dans un autre pays. Et par exemple, tout le monde est rigolo. Je pense que c'est incroyable parce que le public, il se comporte d'une façon en tant comme un propre organisme. Par exemple, je pense qu'il y a des cultures qui sont un peu plus timides. Et quand ils ont les besoins de rire, par exemple, et je sens qu'ils sont très timides pour rire, par exemple, ou pour exprimer, parce qu'ils ont la sensation de qu'ils sont publics, et le public doit être... Et par exemple, il y a des autres publics, par exemple, le Portugal, c'est incroyable parce qu'ils sont les spectacles aussi. Oui, tu dois envie de rire, tu ris, tu dois envie de pleurer, tu pleures. Donc oui, mais je pense que ça dépend pas du pays, sinon de beaucoup d'autres choses, non? Est-ce qu'on peut dire deux mots sur Men's Day? C'est quoi comme genre de spectacle en fait? En fait, c'est un spectacle de danse contemporaine performance qui commence comme un duo de deux hommes très forts, très beaux. Et au fur et à mesure que le spectacle se développe, ces hommes sont... Je peux couper? Oui, je ne sais pas quoi dire. Alors, il y a beaucoup de mystères par rapport à ce spectacle qu'on aimerait bien garder. On peut pas tout dévoiler parce qu'il y a vraiment tout un jeu sur ça. On peut dire que c'est un duo. Et c'est un spectacle où beaucoup de limites viennent à manquer par rapport aux disciplines qu'on utilise pour entrer dans l'objet du spectacle, dans le sujet. Et c'est un très beau spectacle à voir. Ça y est, c'est fini.